Bienvenue dans le podcast Ma vie de freelance. Je suis Christophe Momer, freelance en développement C#, .NET et formateur. Si vous ou votre entreprise avez des besoins autour des technologies .NET, comme de la formation, de l'accompagnement ou du développement, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@hts-learning.com ou par mon site web https://hts-learning.com. Vous trouverez sur mon site également toutes mes formations en VOD. Maintenant, place à l'épisode. Dans ce podcast, j'ai décidé de partager sans concession et sans langue de bois mon expérience freelance, les hauts comme les bas. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode où je vais vous parler de ma vie de freelance sans langue de bois et sans filtre. L'idée, c'est un petit peu de démystifier ce qui se passe de l'autre côté de l'écran, si je puis dire, et surtout d'arriver un petit peu à contrecarrer tout ce bullshit ambiant autour de la vie de freelance. Vous allez voir mes hauts, vous allez voir mes bas. Dans l'idée, vous allez pouvoir avoir une vraie idée de ce que je vis au quotidien en tant que freelance dans le développement .NET. Donc dans ce tout premier épisode, je vais vous parler principalement de la genèse de mon projet, de comment je suis passé de étudiant simple à salarié et puis freelance, que vous compreniez un petit peu en fait l'évolution de mon mode de pensée et de ma carrière. J'ai quelques notes ici à l'écran, dans l'idée, d'ailleurs je pense que je vais les changer d'écran, je vais les mettre ici. Donc ces quelques notes vont me servir un petit peu à guider ce que je vais vous dire pour éviter que je rate certains éléments. Tout d'abord, laissez-moi vous parler rapidement de mon parcours d'étudiant. En fait, j'ai commencé en étant un gros flemmard et pour ça j'ai fait un bac littéraire. Concrètement, pourquoi un bac littéraire? Non pas parce que j'étais spécialement plus littéraire ou autre, simplement parce que j'avais constaté qu'il y avait moins d'heures de cours en littéraire qu'en scientifique. C'est ce qui m'a orienté vers cette branche-là de mon bac à l'époque. Je pense même qu'aujourd'hui ça n'existe plus vraiment littéraire, et de fait ça m'a vraiment rendu assez difficile les études supérieures en informatique qui vont largement privilégier le parcours S qui existait à l'époque, S pour scientifique, mais j'ai quand même pu réussir de trouver une place à l'IUT de Clermont-Ferrand. En fait, ils ont dû m'accepter apparemment, je l'ai su tout à la fin de mon cursus, uniquement à cause d'une histoire de quota imposée par le gouvernement. Donc j'ai eu de la chance, j'étais le seul littéraire à avoir, ou presque, à avoir candidaté à l'IUT de Clermont-Ferrand, d'où j'ai eu ma place là-bas. Sur les 5 IUT que j'avais contactés, c'est la seule qui m'a d'ailleurs accepté, donc j'ai eu, on va dire, vraiment de la chance à ce niveau-là. Donc j'ai fait un DUT informatique, qui d'ailleurs aujourd'hui, j'ai appris récemment, n'existe plus non plus. À la suite de ce DUT qui donne donc un bac+2, dans l'idée je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire après. J'ai vu beaucoup de mes collègues qui partaient en licence pour avoir un bac+3 et j'en ai vu d'autres qui ont décidé de partir en master bac+5. Donc moi je me suis dit quitte à faire un bac+5, autant le rendre le plus intéressant possible. Donc je vais faire une école d'ingénieur, parce que c'était assez prestigieux dans le nom de faire école d'ingénieur, en alternance. Et donc comme ça, j'ai trouvé mon école d'ingénieur 3IL, qui était donc une antenne sur Rodez, mais qui à la base vient de Limoges. Et j'avais mon entreprise en alternance à Toulouse, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Val Software, qui font des logiciels autour des OF, donc des organismes de formation, et également autour de la gestion RH. Et en gros, j'ai fait mon alternance là-bas, en alternant avec l'école pour avoir mon bac+5, et il faut le dire, dès le début, j'ai largement privilégié la piste, et surtout, j'étais vraiment plus comme un poisson dans l'eau dans la partie entreprise. Et donc, j'ai fait toute mon alternance là-bas, et ce qui est bien, c'est que j'ai pu la faire en .NET. Alors, pour la partie DUT, mon stage s'est fait en PHP, parce qu'à cette époque-là, je faisais quand même pas mal de PHP. On a eu du .NET en IUT, ce qui est quand même assez rare dans les écoles publiques d'avoir aujourd'hui du .NET dans ce type de cursus. Et donc, j'ai pu continuer à faire du .NET en entreprise, où j'ai passé 3 ans d'alternance, donc en gros 1 an et demi de travail effectif, presque 2 d'ailleurs, on va plutôt dire 2 d'ailleurs, à travailler sur des projets .NET réels, et en l'occurrence c'était ASP.NET Web Forms 3.5, mais ça me permettait de vraiment travailler avec la technologie qui m'avait vachement intéressé quand j'étais en IUT, et donc de voir si c'était quelque chose que je voulais continuer. Donc à la suite de cette alternance, forcément j'étais sur Toulouse, je cherchais un boulot dans les environs de Toulouse, donc j'ai fait le tour de beaucoup de SN à l'époque, parce que c'était un petit peu les seuls qui étaient intéressés par mon profil, et ça ne s'est pas concrétisé avec une ESN, tout simplement parce que j'avais trouvé à Montpellier un éditeur de logiciels qui m'intéressait fortement, auprès duquel j'ai signé mon tout premier CDI. Alors, dans ce podcast, le but c'est vraiment de vous livrer tout sans filtre, donc je vais également vous livrer tous les chiffres, donc les premiers chiffres de ma carrière ici. En l'occurrence, j'ai signé, c'était en 2013, un CDI en fin 2013 d'ailleurs, c'était un CDI à 30 kg euros, donc 30 000 euros,
annuel brut. Donc c'était pas un gros salaire, surtout comparé maintenant à ce qu'on a l'inflation et tout ça, mais remis dans le contexte de 2013, j'étais pas mécontent de passer des 1100 euros de mon alternance à presque le double en tant que CDI. Sauf que cette expérience s'est extrêmement mal passée de mon point de vue, étant donné que je me suis retrouvé avec quelqu'un, le CEO, qui était plutôt, on va dire, tyrannique, qui m'a d'ailleurs fait vivre de très mauvaises expériences, et en bref, j'ai démissionné de ce poste après, je crois, 4 ou 5 mois. Alors, j'ai démissionné avec, on va dire, un petit peu de regret sur un point, c'est que le CEO m'avait vendu pas mal de rêves autour du fait de gagner de l'argent, ce qui est quand même important à retenir pour ce qui va suivre dans ce podcast, c'est qu'en fait, il m'avait dit, tu auras 30K bruts annuels, par contre, tu peux presque doubler, voire tripler ton salaire avec des primes si tu travailles bien et si tu fais bien le boulot que tu dois faire. Donc ça me faisait faire des fois des journées jusqu'à 23h, minuit, je restais au bureau pour essayer de faire des trucs et remplir les objectifs qu'on m'avait fixés. Et j'étais donc assez fatigué, c'était une assez mauvaise qualité de vie en général, vraiment pas de temps pour soi, et au final je n'ai jamais vu la couleur d'aucune de ces primes. Par contre, j'ai vu passer des bulletins de salaire de personnes qui sont là depuis 6, 7, 8 ans, d'ailleurs à l'époque 6, 7, 8 ans, et je leur tire d'ailleurs mon chapeau parce que rester avec un mec comme ça pendant 6, 7, 8 ans, il faut vraiment le faire, et du coup effectivement leurs primes leur permettaient de doubler voire de tripler leur salaire. Et donc en quittant ce poste-là, je me suis dit, il ne faut pas que je perde en salaire, mais il faut que je gagne largement en confort de vie. Et donc j'ai trouvé un autre éditeur de logiciels dans la région, qui justement à ce moment-là cherchait aussi un développeur .NET, et cerise sur le gâteau, c'était un éditeur de logiciels qui travaillait dans les professions médicales, notamment il faisait un logiciel pour les infirmiers libérales. Et ma femme, à cette époque-là, était infirmière libérale. Donc, on a trouvé pas mal d'atomes crochus et j'ai signé là-bas pour, de mémoire, si je ne me trompe pas, exactement le même salaire, 30K. Sauf que eux m'avaient dit clairement, dès l'entretien d'embauche, ici, tous les 2 ans, en fonction de ta performance, on va réévaluer ton salaire, et si tu performes vraiment bien, tu peux monter de 200 euros bruts par mois en plus. Donc en gros, il y avait une perspective d'évolution et il y avait un espèce de plafond pour les développeurs à cette époque-là. Donc moi j'avais fait le calcul et je m'étais dit, en gros, si je reste 10 ans dans cette société, j'aurais atteint le plafond et donc je serais au sommet de ma carrière. J'étais très naïf à ce moment-là. Donc j'ai commencé à 30K là-bas et au bout de 2 ans, je suis monté à 200 euros plus par mois, ce qui m'a fait du 32,5, 33K en gros. Et puis, on va dire la direction de cette entreprise a commencé à shifter un petit peu. Ils ont voulu ouvrir les vannes du recrutement pour lancer de nouveaux projets. Ils ont vu que j'étais assez bon techniquement, ils m'ont mis en responsabilité sur certains éléments. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose d'assez horrible à vivre en tant que salarié. C'est qu'ils ont embauché quelqu'un qu'ils ont mis, on va dire, dans mon équipe, donc sous ma responsabilité, autant technique que plus ou moins managériale. Il y avait un manager, mais en gros, c'était surtout une responsabilité technique. Et en fait, cette personne-là, alors que moi j'étais payé 34K annuel, cette personne-là était payée 39 tout simplement parce qu'elle avait plus d'expérience sur le papier. Mais je passais mon temps à corriger ses bugs et à faire ça. Et quand j'ai appris ça, en fait, avec un autre collègue, on a allé un petit peu crier auprès des RH en disant c'est pas normal qu'on soit si bas en termes de salaire alors qu'on a de plus grandes responsabilités et que c'est juste pas parce qu'on a 40, 45 ans qu'au final on n'a pas le même salaire. Et donc il y a eu une espèce de remise en question des salaires qui ont fait que ça a légèrement augmenté, juste pour essayer de calmer la grogne, chose qu'on sait plutôt bien faire en France d'ailleurs, mais ça n'a pas augmenté de façon significative. Et les problèmes s'enchaînant, je pourrais peut-être revenir dans un épisode supplémentaire vraiment sur cette expérience assez riche en termes de salariés si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'ailleurs à me le dire. En gros, au bout de 4 ans et demi, 5 ans, j'ai décidé de mettre un terme à ce contrat-là et j'ai donc démissionné en disant j'ai trouvé mieux ailleurs parce que pendant que j'étais salarié, j'ai passé d'autres entretiens et j'ai pu aller chercher du 40K, donc j'avais augmenté mon salaire annuel de 5 à 6 000 euros bruts par an. Pour moi, 40K, ça commençait vraiment à chiffrer pas mal d'ailleurs. Et donc, je suis tombé dans une agence qui faisait du web marketing. Je remplaçais un lead développeur là-bas. Donc, dans l'idée, j'avais pas mal de responsabilités. Mais vu que, en gros, celui qui partait m'avait évalué techniquement, il n'y avait pas de problème pour eux. Ça a juste un petit peu coincé sur le côté humain à cet endroit-là. Parce qu'en fait, ils avaient une façon de faire qui était un petit peu en décalage avec mes valeurs et avec ma perception des choses. Et au final, je ne suis resté que 1 mois et demi, peut-être même 2 mois là-bas en fait, à ce salaire de 40K. Mais par contre, en parallèle, j'avais trouvé une autre boîte, beaucoup plus petite, qui avait été récemment rachetée par une société marseillaise et qui faisait en fait des petites annonces entre particuliers et professionnels. Et dans l'idée, quand j'ai candidaté là-bas, j'ai été pris en tant que développeur principal
on va dire classique, quoi, développeur avec l'autre qui était déjà présent là depuis très très longtemps. Et ce qui est plutôt bien, c'est que j'ai réussi à maintenir mon salaire. Donc je suis resté encore une fois à 40K. Donc ça allait plutôt bien et en fait on s'est un petit peu accroché sur cette expérience-là parce que pour faire simple et assez court, en gros cette boîte-là, cette toute petite boîte, on était 7 ou 8 je crois de mémoire, était composé à 80% de commercial, c'est-à-dire qu'en fait c'était des filles qui appelaient en fait les professionnels pour leur partie, pour gérer en fait, essayer de trouver des contrats, leur faire acheter des crédits pour qu'ils puissent rentrer en relation avec des particuliers pour des besoins bien précis. Et en gros, cette équipe commerciale avait des règles assez strictes à suivre sur site. Je précise qu'on est encore largement avant le Covid à ce moment-là, hein. On est 3-4 ans avant le Covid. Et donc en fait, par exemple, elles avaient une règle qui était l'interdiction formelle du téléphone portable pendant toute la journée. Et donc, moi, ma femme était infirmière libérale, on avait un enfant à cette époque-là, juste un, qui était en centre aéré, qui était tout le moins qui était gardé par une structure, et en gros, moi, mon téléphone, c'était simple, je vais pas y renoncer. Donc, il était là, en mode vibreur, je l'avais pas mis en mode sonnerie par respect, bien entendu, mais il était en mode vibreur, et dès que j'avais un appel, je répondais à cet appel. Et en gros, au bout de 2 ou 3 appels, il y a le manager qui m'a un petit peu attrapé et qui m'a dit voilà, écoute, on a une règle ici, le téléphone portable c'est interdit de la journée. Moi je leur ai simplement répondu que c'est impossible, ma femme est libérale, si elle a un accident sur la route, il faut impérativement que je puisse réagir, et mon fils qui est gardé dans une structure, s'il a un quelconque problème et que ma femme ne peut pas répondre, il faut que je sois disponible, donc je ne peux pas laisser mon téléphone portable. Il m'a simplement dit ok, pas de problème, il est parti, et apparemment ça n'est pas du tout passé, parce que grosso modo ils sont revenus après en disant voilà, on a décidé que ça n'allait pas le faire entre nous parce que tu ne voulais pas, entre autres, garder cette histoire de téléphone portable qui a fait quelques soucis. On a eu d'autres divergences aussi, notamment sur le suivi des horaires. J'arrivais tout le temps en avance, des fois je faisais même l'ouverture, et le fait qu'une fois à midi je sois parti un quart d'heure avant pour aller déjeuner avec ma femme et que je sois donc revenu, en gros, au lieu de prendre ma pause de 13 à 14, je l'ai pris de midi 45 à 14, on m'a fait une grosse remarque en disant qu'ici c'était pas, les horaires n'étaient pas ouverts et que chacun faisait ce qu'il voulait, il y avait des tranches à respecter et tout ça. Donc en fait on a eu quelques petits points de divergence comme ceci qui ont mené donc fin à ce contrat encore une fois. Donc je me suis retrouvé sans aucun emploi à ce moment-là. J'avais même pas eu l'idée de m'inscrire au chômage parce que pour moi un développeur ne s'inscrit pas au chômage. Et j'étais encore assez naïf. Et donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté mon ancien manager de la boîte que j'avais quittée initialement, celle où j'ai passé les 5 ans, qui faisait des logiciels pour les infirmiers libéraux, et je leur ai dit que j'étais de nouveau disponible. Donc j'ai refait une réunion avec le responsable, j'ai refait une réunion avec le DG, et en gros à ce moment-là j'ai dit écoute, moi je suis disponible, mais pas en dessous de 45K parce que j'ai une autre proposition à 45K. C'était grosso modo du bluff, étant donné que en bref j'avais d'autres propositions mais elles étaient largement inférieures à ce que je voulais, donc j'ai fait du bluff, j'ai dit voilà j'ai une autre proposition à 45K, si tu t'alignes je reviens ici. Donc je re-signais en fait chez l'entreprise que j'avais quittée il y a quelques mois au final, dans la même année, hein, j'ai re-signé en septembre dans cette boîte là, alors que je l'avais quittée je crois en mars ou avril de la même année. Donc c'est assez comique comme situation, donc je suis revenu là-bas et ça a fait un petit peu jaser bien entendu le fait que je revienne, pas du tout avec le même statut, pas du tout pour le même projet, pas du tout avec le même salaire, donc c'était très très différent. Ça a créé d'ailleurs une espèce d'ambiance un petit peu compliquée des fois avec certaines personnes dans l'équipe. Pareil, si ça vous intéresse, je préfère en parler dans un épisode dédié. Et donc en gros, j'ai suivi là-bas et on va dire les 8 premiers mois de ce retour à cette boîte-là se sont bien passés parce que je me suis rendu compte au final que je l'avais quitté pour des raisons qui étaient surtout financières et que quand je suis revenu, il y avait quand même un certain confort de vie autour de cette boîte-là par rapport à une certaine souplesse managériale, par rapport à une qualité de vie dans la société. C'était vraiment une société à taille humaine, une taille familiale. Quand j'y pense aujourd'hui, j'y pense avec affection. Sur ces années-là, parce que c'était vraiment très agréable. Sauf qu'au bout de 8-9 mois, ils ont commencé à vouloir passer à la vitesse supérieure. Alors je l'ai appris plus tard le pourquoi de ça, parce qu'ils allaient se faire racheter par une société allemande qui, elle, voulait vraiment aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Et ils ont commencé à embaucher des freelances, notamment un freelance dans notre équipe. Donc après avoir fait un audit en interne, un freelance qui était expert sur le même domaine que moi, à savoir l'architecture logicielle et le développement logiciel. Et en gros, ce qui m'a vraiment ennuyé à ce moment-là, c'est que le freelance disait exactement pareil que moi en tant que salarié, mais que lui, il était écouté alors que moi, j'étais simplement ignoré par la direction. Donc j'ai commencé à me poser des questions. Et en fait, il y avait ce freelance-là qui, avec
en tant que tel, en tant qu'individu, j'avais pas de problème pour discuter avec lui, on a parlé de plein de choses, mais sur le plan professionnel, c'était un peu une opposition et il fallait que lui prenne les décisions, même si c'était moi qui étais à l'origine. Enfin, c'était très compliqué. Et donc, il y avait d'autres freelances dans la société qui travaillaient sur d'autres projets totalement, avec des technos totalement différentes. Et donc, j'ai pu échanger avec ces différents freelances. Deux personnes en particulier, donc lui qui était venu en tant qu'expert et un autre qui était là depuis 5 ans je crois et qui développait sur une application mobile de la société, et on a échangé de pas mal de choses et en fait je me suis rendu compte que j'avais complètement faux sur la notion de création de société et de freelance. Tout simplement parce que dans ma tête, je m'étais dit devenir freelance, c'est faire un saut dans l'inconnu, donc c'est quitter son CDI et ne pas être certain d'avoir des revenus, ne pas être certain d'avoir des clients, c'est juste sauter dans le vide et te dire bon écoute, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, j'ai pas de parachute, je m'éclate au sol et je redeviens salarié, tant pis, mais pas avec la boîte que j'ai quittée. Et donc, au final, avec ces discussions-là, j'ai pu découvrir que non seulement tu peux le lancer avec des filets de sécurité, avec toute la notion de sécurité autour de Pôle emploi et tout ça, mais en plus de ça, tu peux aller vraiment chercher beaucoup d'argent, beaucoup plus qu'en tant que salarié, et avec beaucoup plus de leviers d'optimisation en termes d'argent et de création de richesse, et ainsi de suite. Donc, ça m'a vraiment intéressé, mais je me suis dit, je ne peux certainement pas quitter la proie pour l'ombre, donc je ne peux pas redémissionner une fois de cette boîte-là, parce que si je le fais, ce sera forcément la dernière fois. Et à partir de là, je me suis dit, bah écoute, je connais quelqu'un qui était à un moment dans mon équipe, qui en fait, son père est à la tête d'une grosse société en Afrique de l'Ouest autour des services bancaires. Et cette société a entrepris un virage technologique qui justement veut passer d'une application monolithique Windows écrit en Visual Basic et ils veulent passer en mode microservice avec des architectures plus modernes et plus orientées avec des technos modernes. Donc je me suis dit, je pense que c'est le test ultime pour découvrir si je souhaite devenir freelance ou pas. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vais aller dans un endroit où je vais être consulté sur ma zone d'expertise. Donc l'architecture, les nouvelles technos, le développement et ainsi de suite. Je vais être là-bas en tant que consultant et non pas en tant que salarié, donc j'aurai du poids dans ce que je vais dire et on va m'écouter et tout du moins, même si on m'écoute et qu'on n'applique pas tout ce que je dis, ce que je vais dire ne va pas tomber tout simplement aux oubliettes comme c'était le cas pendant mes années de salariat. Et en plus de ça, ça me fera totalement sortir de ma zone de confort parce que quand j'ai voulu trouver mon tout premier CDI, je me suis refusé à signer les ESN parce que dans ma tête, je me suis dit, je préfère travailler à une position fixe avec une équipe fixe sur un produit fixe, donc de l'éditeur de logiciel, plutôt qu'en ESN où je ne sais pas chez quel client je vais me retrouver, ni avec qui je vais travailler. Donc là, en fait, dans l'idée, je vais aller dans un autre pays, en Afrique de l'Ouest, avec une boîte que je ne connais pas, avec une équipe que je ne connais pas, les conseiller sur un système que je ne connais pas, dans un environnement métier que je ne connais pas. Donc c'est une sortie extrême de ma zone de confort. Si cette expérience-là me plaît, c'est que je suis fait pour le freelancing. Donc, j'ai contractualisé avec eux, je suis parti là-bas pendant une semaine, je suis revenu avec un sourire à m'en décrocher les oreilles, j'avais donc posé des congés payés au niveau de ma boîte où j'étais encore salarié à ce moment-là, et pour faire cette semaine-là, et je suis revenu en disant c'est génial. Deuxième expérience que j'ai voulu tenter, je me suis dit est-ce que je suis prêt à former d'autres personnes, parce qu'en tant que salarié, des fois ça m'arrivait à former les équipes à droite ou à gauche, je me suis dit, et si je faisais ça dans un cadre professionnel ? Donc j'ai contacté une grosse boîte de formation en France, M2I pour ne pas les citer, et en gros, ils m'ont dit, eh bien tu vas faire la formation autour des technos Microsoft. Et là, encore une fois, c'était à Lyon, il fallait que je réserve l'hôtel, donc sorti de zone de confort, je connaissais personne, et le soir même de mon premier jour de formation, j'étais un peu stressé, et à vrai dire, je pense que j'avais pas du tout le profil type du formateur, parce que, pour la petite anecdote, le lendemain, quand j'ai demandé à la personne qui était en charge de faire de gérer les clés, on va dire, du local pour les remettre au formateur, alors qu'on marchait vers la salle, donc moi et le groupe des personnes de stagiaires qui allaient suivre la formation, j'ai posé la question à la personne qui était là, qui avait donc les clés qui allaient lui ouvrir la salle, et je lui ai dit comment ça se passe pour l'heure du midi, on va où et tout ça, et le mec m'a simplement dit bon ça monsieur vous le verrez avec votre formateur. Donc en fait je devais pas du tout avoir le profil du formateur, il devait penser que c'était quelqu'un d'autre dans le groupe, et j'ai dit mais en fait c'est moi le formateur. Donc là il m'a donné un peu plus d'infos, mais voilà, c'est assez comique quand même de se rendre compte que dans leur tête, si t'es trop jeune, c'est que tu peux pas être formateur. À cette époque-là, j'avais en dessous de la trentaine ou pas loin de la trentaine, donc forcément j'étais trop jeune pour être formateur.
Donc au final, cette expérience s'est aussi extrêmement bien passée. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui avait suivi la formation à l'époque que je considère comme étant la pire que j'ai jamais faite, mais qui pourtant pour lui a été une des meilleures qu'il ait jamais suivies. Donc comme quoi, on n'a pas tous le même ressenti. Et donc quand je me suis rendu compte que j'ai changé 2 fois d'entreprise en moins d'1 an avant de revenir dans celle que j'avais quittée, et j'ai donc pu m'adapter à de nouvelles équipes en termes, je parle vraiment en termes techniques ici, en termes techniques et en termes de fonctionnement, ça n'a pas forcément matché, mais ça m'a permis de découvrir d'autres stratégies d'équipe, d'autres systèmes managériaux, toujours en étant en CDI, donc forcément avec un petit biais, le fait qu'il y avait un lien de subordination. Ensuite, je suis parti dans un autre pays pour découvrir un autre projet, une autre culture, une autre équipe en tant que consultant. J'ai fait une formation, tout ça s'est très bien passé. Donc j'ai simplement décidé à ce moment-là de dire je vais quitter mon CDI, et donc j'ai commencé à entreprendre les démarches pour quitter mon CDI. Donc, vu que je veux que ces épisodes restent assez courts et assez focus sur le sujet principal, ici, je voulais simplement vous dire comment j'en étais arrivé à quitter le salarié pour devenir freelance. Donc ça, vous avez un petit peu depuis mes études, on va dire le chemin que j'ai suivi avec mes expériences, sans rentrer trop dans le détail de comment je suis arrivé à quitter mon CDI pour me lancer en freelance. Dans le prochain épisode, je vais vous parler justement de ce départ de ma société qui, en l'occurrence, ne s'est pas du tout passé comme je l'aurais anticipé. Je l'avais prévu comme étant quelque chose de plutôt bien et de plutôt sécurisant, mais au final, il y a eu quelques petits couacs, mais ça, je vous en parle dans le prochain épisode. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre soutien en mettant une note de 5 étoiles ou un pouce vers le haut. Un petit commentaire fait toujours plaisir et aidera le podcast à être plus visible. Pour terminer, je vous rappelle que je propose des services autour des technologies .NET, comme de la formation, de l'accompagnement ou du développement. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez me contacter à l'adresse contact@hts-learning.com ou par mon site https://hts-learning.com. À très bientôt pour un nouvel épisode.